la médecine, elle est universelle, elle respecte un certain nombre de codes et il y a des leviers qui permettent justement de bien prendre en charge les malades. Pour que les malades soient bien pris en charge, il faut que le médecin lui-même soit bien pris en charge. Et le médecin est pris en charge en partie par son ordre qui est là pour protéger ses droits, pour faire l'interface avec la tutelle, l'État, qui doit investir beaucoup d'argent pour que les médecins puissent travailler dans des conditions décentes. Voilà. Et donc, chaque pays a cette corporation qui est réunie en une association, parce que l'Ordre des médecins, c'est une association de droit privé, pas une association privée, mais en fait d'utilité publique. Voilà. Et c'est pour ça que l'Ordre est sous la tutelle du ministère de la Santé. Voilà. Avec des relations qui doivent être respectueuses, équilibrées, où chacun défend en fait ses intérêts. Donc il faut défendre les intérêts des médecins. C'est l'ordre qui défend les intérêts des médecins vis-à-vis de l'État. Or, le Cameroun a donc souffert d'une absence de bureau actif, parce que le bureau précédent était arrivé au terme de son mandat. Voilà, il fallait organiser les élections qui n'ont pas été organisées à temps. Voilà, et la tutelle, selon donc les statuts qui régissent en fait le rapport tutelle-ordre, donc la tutelle, c'est le ministère de la Santé, a voulu prendre les choses en main pour organiser donc ces élections en lieu et place du bureau sortant, parce que c'est le bureau sortant qui normalement doit organiser les élections. Donc, alors, là il s'est passé beaucoup de choses depuis l'année dernière où donc les conditions d'organisation de ces élections, du respect des statuts ont été la pierre d'achoppement entre l'ordre et la tutelle. Où la tutelle a validé des candidatures sur la base des conditions que l'ordre, le bureau sortant, jugeait pas adéquat. C'est-à-dire que les conditions d'éligibilité des candidatures étaient discutées au sein de la corporation à cause de certains articles. Quelles sont les conditions qu'il fallait remplir pour être candidat? Essentiellement, il fallait avoir été déjà membre d'un des bureaux antérieurs de l'ordre, pas forcément le précédent. Il fallait déjà avoir occupé un poste, parce que la logique de l'ordre, c'est que pour diriger l'ordre, il faut quand même connaître un peu les arcanes. Voilà, donc il faudrait déjà avoir été dans le cercle. Bon. Et ensuite, il faut avoir été à jour de manière régulière de ses cotisations. Bon, les cotisations sont annuelles. Et donc, certaines voix se sont élevées pour dire, ben, écoutez, voilà, il y a des candidatures, il y a 7 candidats, il y en a qui n'ont jamais été membres du Conseil de l'ordre, donc ne peuvent pas normalement être éligibles. Et il y en a qui sont restés des années sans cotiser pour venir à la dernière minute cotiser. Bon, l'autre dit, mais non, c'est pas la tutelle, le ministère dit, non, ce sera comme ça, on prend tout le monde. Et évidemment, ça a suscité beaucoup de tensions entre les médecins. Parce que de toute façon, comme on peut s'imaginer, chaque individu a toujours ses supporters. Chaque candidat avait donc sa cohorte de médecins adhérents à sa candidature.
qui portait la candidature. Et comme toujours dans toute élection, il y a des candidatures fortes, des candidatures un peu plus ou moins de second plan, on va dire, mais chacun fait valoir ses arguments. Avec l'arbitrage donc du ministère de la Santé, qui finalement avait repris la main sur l'histoire. Évidemment, on a prêté au ministère de supporter certaines candidatures, pas d'autres. Bon, ça, c'est des polémiques, pour moi, qui doivent être passées, mais c'est juste pour vous faire comprendre un peu le contexte. Et donc, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu un blocage déjà il y a 1 an, et la présidente de la République a été sollicitée pour dire, écoutez, là, ça ne va pas, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de dysfonctionnements, on a l'impression que les dés sont un peu pipés, donc on ne peut pas aller comme ça à l'élection, il faut faire quelque chose. La présidence a dit, écoutez, voilà, on arrête tout, allez, on vous renvoie vers des discussions pour essayer de trouver un terrain d'entente, et à condition que le droit soit respecté, la loi. Bon, maintenant, et donc là, c'est le ministère, enfin le premier ministère qui prend la main, qui coordonne tout, donc plusieurs réunions au niveau du bureau, enfin au niveau de la primature, et toutes les parties prenantes sont invitées à discuter l'ancien bureau, dans le bureau sortant, je veux dire, les 7 candidats, et puis la tutelle dans le ministère de la Santé, donc le ministre de la Santé. Donc plusieurs discussions. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le fait est que tout ça accouche à finalement pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de modification par rapport à ce qui s'était passé 1 an avant, ayant conduit donc au blocus. C'est-à-dire qu'on repart sur les 7 candidats. Voilà, on repart sur les 7 candidats. Et puis, il y a élection le 9. Maintenant, comment ça va se passer? Vous savez, dans toute élection, il y a toujours la participation présentielle, mais il y a aussi la participation par le biais donc, des procurations. Donc, parce qu'on peut ne pas être disponible, on va faire des procurations. Maintenant, les procurations, comment est-ce qu'on collecte les procurations? Quelles sont les conditions pour obtenir les procurations? Là aussi, ça a été un autre débat. La tutelle qui centralise cette histoire, veut centraliser, et puis l'ordre, disons le bureau sortant, ou alors les autres candidats qui disent non, ça doit pas être vous, ça doit être l'ordre et tout. Bon, là aussi, ça devient compliqué. Jusqu'au jour J, qui est donc le 9 décembre, jour de l'élection. Et là, a priori, il s'est quand même passé des choses pas très catholiques, voilà, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire pour certains tentatives de tricherie, parce que les procurations étaient à tête chercheuse, l'obtention de ça, voilà, ou encore d'autres faits qui ont été décriés par des gens qui étaient présents. Et finalement, le doyen d'âge qui présidait donc l'Assemblée jusqu'à l'élection du président de l'Assemblée, décide donc qu'effectivement, on met de côté toutes les procurations, parce qu'apparemment, c'est assez litigieux, il y aurait des procurations qui ne respectaient pas, en fait, certains critères de fiabilité. Bon, donc, on met les procurations de côté. Donc, vont voter que ceux qui sont présents. Bon, donc, ils sont 300, 400, 500, allez, voire jusqu'à 600. C'est les gens présents qui vont voter. On n'a pas besoin d'être là. Donc, ça lève déjà une difficulté au déroulé de l'élection. C'est-à-dire que le contentieux préélectoral mené par les acteurs que sont les médecins a abouti à résoudre un problème qui commençait déjà à créer une polémique. D'ailleurs, beaucoup ont vu dans les réseaux sociaux circuler rapidement en live justement ce fait décrit par certains comme tentative de tricherie d'un camp ou d'un autre, peu importe. Peu importe. Il ne s'agit pas de fustiger
un camp ou l'autre. Mais le fait est que, concrètement, là, il y a un problème qui s'est posé et qui a trouvé une solution plus ou moins rapide. Ça veut dire que, en fait, on peut toujours trouver des solutions à tout problème. Et il n'y a pas un écueil qui est insoluble. Donc là, le problème a été résolu. Et tout le monde a joué le jeu, a été d'accord que, écoutez, finalement, on laisse les procurations, on va voter, ne vont voter que ceux qui sont présents. Et on a donc élu le président de l'Assemblée générale. Et puis ensuite, le bureau, les conseillers. Et enfin, on a élu le président. Donc cette élection, in fine, s'est déroulée comme on l'aurait espéré. C'est-à-dire sous tension, certes, les enjeux étaient importants, avec quelques velléités a priori de malveillance, de tripatouillage. Ça aussi, c'est peut-être le réflexe humain qui le veut, dans un contexte où on est quand même habitué qu'à ça. Mais pour qu'après, la raison prenne le pas sur la déraison. Et qui est finalement une élection qui s'est passée dans le respect des uns et des autres. Et surtout le respect du choix des électeurs. C'est-à-dire, le bulletin qui est parti dans l'urne, c'est ce bulletin-là qui est ressorti et qui a été comptabilisé. Si bien qu'à la fin, il y a eu une proclamation d'élection sans aucune contestation. Ce qui est quand même une grande première au Cameroun, voire dans plusieurs pays africains. Une élection sans contestation. Une élection où les vaincus reconnaissent la victoire du vainqueur sans embâche et vont, comme on l'a vu, le féliciter. Chers amis, chers compatriotes, avouez quand même que c'est des moments qui sont si rares dans notre environnement africain que ça mérite d'être salué. Quelles que soient les intentions derrière, parce qu'après on dit bah oui, c'était de l'hypocrisie, c'était pas... Moi je ne veux pas rentrer dans ce genre de jeu, parce que déjà, je ne peux pas être dans l'esprit de quelqu'un qui a perdu une élection et qui va quand même saluer son adversaire en lui disant, écoute, félicitations, je reconnais. Moi, c'est ça que je retiens. Je ne veux pas retenir autre chose. Parce que vous allez voir aujourd'hui, là, les gens, chacun y va de son commentaire. Non. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'aller féliciter le vainqueur. Et même, si les autres sont en train de le faire, ben, toi, tu n'es pas obligé, rien ne t'oblige à le faire. Tu peux d'ailleurs anticiper, partir avant que cette fameuse cérémonie protocolaire, on va l'appeler comme ça là, ne se déroule. Tu peux partir. Mais tu es resté, tu es allé féliciter, ça c'est à saluer. Ça c'est une image, je pense, que nous devons retenir et que nous devons même idéaliser. Parce que tout est dans les symboles dans la vie publique et surtout dans la vie démocratique. Les symboles sont très importants. Et je veux ici, là, aussi, finalement, avec le recul, féliciter l'État, le gouvernement, le chef de l'État et les responsables à qui il a délégué la tâche d'organiser ces élections. Et déjà, une fois que je dis ça, vous comprenez que je me contredis un peu. Je me contredis un peu parce que dans la norme, et j'avais déjà fait une sortie publique sur cette question-là, par une tribune publiée
dans le messager, où j'avais dit ceci. Ce n'est pas à l'État d'organiser les élections d'une association privée de droit public. Ce n'est pas à l'État. Et notamment, principalement, le corps médical. Parce que dans tous les pays du monde, la médecine est une corporation à part. De par sa mission. Une mission qui a pour objectif de soigner les êtres humains, de sauver les vies humaines. Et donc, elle doit avoir une indépendance totale. Parce que il a été constaté, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il a été constaté que vous avez des États totalitaires qui sont souvent servis de la santé, dont des médecins, pour marginaliser, embrigader, exterminer des populations non désirées. Oui, ça a été utilisé. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une résolution d'une association, je vais vous parler d'elle, qui condamne l'État chinois dans le génocide des Ouïghours, qui est une population minoritaire donc dans le grand territoire chinois. Cette résolution vient de l'association qu'on appelle la World Medical Association. L'association médicale mondiale, l'association médicale mondiale. C'est une association créée en 1947 à Paris, après la Seconde Guerre mondiale. Créée dans le but justement de mettre en relation les médecins du monde par le biais donc des associations qui sont donc les conseils de l'ordre de chaque pays. Les mettre ensemble pour une synergie d'action, pour mieux se connaître, coopérer, protéger leurs intérêts et assurer l'indépendance justement des médecins vis-à-vis des États. C'était ça l'objectif principal de cette association créée en 1947 à Paris. Et cette association regroupe aujourd'hui à peu près 115 États. 115 États. Reconnus par l'ONU, reconnus par l'OMS et toutes les organisations qui tournent autour de la santé. La 74e Assemblée générale de cette association s'est tenue au mois d'octobre dernier à Kigali, au Rwanda. Et elle a donc réitéré, par exemple, son mémorandum contre la maltraitance des Ouïghours en Chine. Et elle a cette force de dissuasion qui est l'alerte qu'elle adresse aux organisations internationales pour mettre la pression sur les États pour qu'il y ait donc cette indépendance, et notamment l'OMS. Donc vous comprenez que j'étais un peu inconfortable avec l'émission de l'État dans l'organisation de l'élection du Bureau de l'Ordre des médecins du Cameroun. Parce que ce n'est pas le rôle de l'État. Mais finalement, avec le recul, je me dis, c'était finalement pas si mal que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'est passé que l'État a finalement imposé. Quand je dis l'État, je n'ai pas besoin d'indexer les gens. On sait que le ministre le voulait. La solidarité gouvernementale a certainement voulu que finalement sa hiérarchie ait fait tellement adhérer à son désidérata et puis a dit écoutez, on y va comme ça, 7 candidats, voilà, bon. Il y en a qui respectent les conditions, bon, c'est pas grave, on s'en fout, allez, vous partez avec les 7 candidats. Bon, qu'est-ce qu'on le fait? Alors, il s'est passé que
il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme. Hein. Il n'y a pas eu de casse. Chacun a joué le jeu. Chacun a affûté ses armes pour contrôler les votes, pour qu'il n'y ait pas de fraude et ainsi de suite. Bon, parce que les gens étaient présents. Et, in fine, les choses se sont passées à peu près normalement. Et on a donc eu un président incontesté. Incontesté. Aujourd'hui, personne ne peut dire que cette élection a accouché d'un président illégitime. Déjà, il est légal parce que, effectivement, c'est le vote. Maintenant, la légitimité, c'est autre chose. Et la légitimité est importante pour pouvoir gouverner. La légitimité est importante pour pouvoir gouverner. Parce que si tu n'es pas légitime, ben, tu vas avoir des frondeurs. Tu vois les gens qui vont se lever pour dire « Oh, il y a eu tricherie, oh, il y a eu 32 PV, oh, machin truc et tout ça. » Donc, il y a toujours des choses. Et ça peut paralyser une organisation qui est même déjà fragile en soi, à cause d'elle-même, hein, parce que nous sommes responsables du fait que l'ordre des médecins fait ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Bon, voilà. Donc, ce n'est donc pas bon d'essayer de relancer la machine grippée depuis 2 ans. La relancer sans la légitimité, c'est pas bon. Alors, prenons maintenant le cas de figure où l'État avait respecté la norme. La norme, c'est que les médecins organisent leurs choses eux-mêmes. Et je vous ai dit que le président de l'ordre du Sénégal m'avait par exemple expliqué, de l'ordre des médecins du Sénégal, que ça ne peut même pas arriver là-bas chez eux. Impossible. Que le ministère vienne dire que bon, maintenant, comme vous avez tardé et tout, nous prenons les choses. Impossible au Sénégal. Impossible ailleurs. Je suis ici en France, l'État, l'ordre organise ses élections. Hein. On nous envoie même les convocations. Et donc on va un peu aller, ils font les choses un peu là. C'est généralement les retraités qui veulent prendre des postes à l'ordre. Hein. Les conseillers ordinaux, les présidents de l'ordre, enfin des départements ou même le président national. Généralement, c'est les personnes d'un certain âge qui sont déjà proches de la retraite ou qui ont déjà la retraite parce que quand même, c'est un boulot énorme. Hein? C'est pas une petite affaire, c'est un boulot énorme, il faut avoir le temps. Bon, moi, je sais pas comment les jeunes veulent faire pour être président de l'ordre, je sais pas. Hein? Si c'est pour vraiment bosser, s'intéresser, travailler pour l'ordre, moi, je trouve quand même... Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Mais le fait est que si le bureau sortant avait organisé cette élection, in fine, l'État avait remis les clés du bébé aux médecins, que bon, vous faites vos choses là. Ce qui est sûr, c'est que l'ordre allait faire respecter les statuts. Et en faisant respecter les statuts, il y a certains candidats qui auraient été éliminés. Donc on serait parti sur une élection avec, je ne sais pas, peut-être 4 candidats ou 5, peut-être. Alors, si on avait éliminé ne serait-ce qu'un seul candidat, parce que le droit le permettait, si on avait éliminé ce candidat-là, ce qui est sûr, le scénario qui allait se passer, c'est que la famille médicale qui a voté ce candidat le 9, ou qui n'a pas voté parce qu'elle n'était pas présente, mais qui supportait ce candidat, cette famille n'allait pas reconnaître l'élection, allait contester l'élection. Et maintenant, vous prenez le peuple, la population, puisque quand même, ça a été discuté par tout le monde, sur les plateaux télé, les communicants, les leaders d'opinion, chacun y allait de son interprétation. Et chacun avait sa petite idée. Puisque il y a une idée qui véhiculait selon laquelle, pourquoi vous voulez éliminer tel candidat? Oh, il vous fait peur, oh, machin, truc. Donc, en fait, une partie du peuple camerounais allait contester la légitimité du président. Certains médecins allaient contester la légitimité.
On serait donc dans un blocus pour une santé publique camerounaise qui est fragile. Il n'y a pas mieux que de continuer à fragiliser avec ce genre de situation. Pourtant, c'est le droit qui aurait été respecté, hein? Mais le contexte social ne serait pas respecté. Donc parfois dans la vie, et ça c'est une leçon que j'ai tirée, c'est que être psychorigide n'est pas bon. Parfois, il faut tenir compte de l'environnement social, l'environnement politique, l'environnement stratégique pour résoudre une situation. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte apaisé parce que on a utilisé un peu l'écart pour normaliser la norme. On a utilisé l'écart pour normaliser la norme. L'écart, c'est quoi qu'on a utilisé? C'est-à-dire, on a utilisé l'État a dit, non, nous, on fait différemment. Ça, c'est l'écart. Et en faisant différemment, on est arrivé à un résultat objectif, qui est la norme. Vous voyez un peu la subtilité de ça. Donc, c'est un coup de génie. Fait exprès ou pas exprès. Bon, écoutez, vous savez, dans la vie, il y a un terme médical, enfin un terme scientifique qu'on appelle le sérendipite. Sérendipité. Parce que c'est un terme, je ne sais même pas s'il est français ou pas. Sérendipité, c'est quoi? C'est le fait de trouver par hasard. En cherchant quelque chose, on trouve plutôt autre chose. Et que cette chose-là qu'on trouve est plutôt salutaire. La sérendipité. Le fait, on cherche quelque chose, mais on s'est perdu, là on s'est retrouvé ailleurs, mais on découvre plutôt l'or ailleurs. Voilà. Ce phénomène-là. On n'a pas fait exprès, mais on arrive à trouver un bon résultat. Là, je ne sais pas si l'État, si le gouvernement a fait exprès, a analysé ce contexte-là et que c'est sur cette base qu'elle a décidé que bon, nous on va faire un peu différemment. Je ne sais pas, mais le fait est que c'est un coup de génie. Et parce que c'est un coup de génie, il faut féliciter l'auteur du coup de génie. Et c'est pour ça que moi, humblement, je m'incline auprès de ceux qui voulaient que les 7 candidatures soient validées. Je m'incline pour dire que vous avez raison. Et donc je dis humblement au président de la République, merci pour avoir permis par cette subtilité-là que l'ordre des médecins aujourd'hui respire un peu. Je dis bravo. Je dis bravo au ministre de la Santé, M. Manaouda Malachi. Je dis bravo parce que vous avez insisté, et aujourd'hui, vous avez été le premier à féliciter le nouveau président parce qu'il est incontestable. Et je dis bravo. Alors maintenant, il va simplement falloir qu'on avance. Qu'on avance. Et il y a tellement à faire. Tellement à faire. Parce que moi, ça me fait mal de savoir que le peuple camerounais ne croit plus en nous, a peur d'aller à l'hôpital. L'hôpital, quand on était gamin, l'hôpital, tu es malade, tu as le palu, le palu de Plasmodium falciparum, tu as mal. Quand tu arrives, dès que tu franchis les portes de l'hôpital, sans que la maladie ait fini à 20%, et que tu es assis sur le banc du docteur, il est à l'intérieur. Dès que le docteur sort avec sa blouse, il te salue.
50% de guérison. Quand tu sors de celui avec une ordonnance de machin, truc et tout ça là, 80%. Les médicaments que je vais avoir font le reste de 20%. C'était ça l'hôpital. Aujourd'hui, c'est différent. Je ne vous raconte pas. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que le médecin est paupérisé, il vit dans des conditions exécrables, il est obligé d'être un braqueur, des malades. J'apprends même des choses terribles. Une anecdote, hein, je ne sais pas une anecdote. Un malade, il a un poumon. Le médecin a dit que non, on va opérer l'autre poumon. Bon. On va opérer l'autre poumon, on va enlever l'autre poumon. Le poumon est déjà fini, il est malade. On dit que non, on va enlever aussi l'autre poumon. Est-ce qu'un être humain peut vivre sans poumon? On peut vivre avec un poumon. On peut vivre avec un rein. Mais on ne peut pas vivre sans poumon. C'est une anecdote, mais c'est pour traduire la défiance du peuple vis-à-vis du médecin, du médical aujourd'hui. Donc, on va enlever machin tout. Parce que enlever, ça veut dire opération, ça veut dire, bon, l'argent va rentrer, bon, l'argent est dans la poche, après, bon, ça passe directement à la morgue, ni vu ni connu, on passe à autre chose, au suivant. Non, non, c'est pas ça la vocation. C'est pas ça la médecine. La médecine, c'est un métier noble. Et pour retrouver sa noblesse, nous avons besoin d'un ordre fort, uni, qui avance. Un ordre qui va réclamer des conditions décentes pour travailler. Un ordre qui va tendre la main à la diaspora. Car la diaspora, putain, mais c'est un vivier pas possible. C'est incroyable le nombre de Camerounais qui travaillent ici en Europe, qui ne demandent qu'à aller aider. Mais comment vous pouvez, déjà, avec les histoires de visa, double nationalité, interdite, ceci, cela, les tracasseries. Non, non. S'il faut un statut spécial accordé aux médecins, s'il faut un statut spécial, ben, il y aura un statut spécial. Enfin, il faudrait ça. Et c'est à l'ordre d'aller vers ce genre, forcer la main à l'État. Pour que le médecin camerounais ou d'origine camerounaise, on va dire ça comme ça, puis j'appelle double nationalité, d'origine camerounaise, qui a un projet intéressant, il veut venir implémenter, allez, on déroule le tapis. On déroule le tapis. Un peuple qui ne peut pas se soigner, un peuple qui est condamné à être sous-développé. Il y a l'expertise, il y a même l'équipement, il y a plein de choses qui peuvent arriver là-bas et permettre justement d'apporter une touche supplémentaire à l'offre de soins déjà locale. Des stages, des fellowships, des trucs pour améliorer. Il y a tellement de choses. Et les Camerounais ne demandent que ça pour être dans un peuple uni, solidaire, qui avance ensemble. Donc, moi je dis merci, chapeau pour tous ceux qui ont œuvré pour finalement l'organisation de cette élection et pour qu'elle se déroule comme elle s'est finalement déroulée. Tous les acteurs, hein, ceux qui étaient très présents lors du match aller, on va dire ça comme ça, l'année dernière, parce qu'ils ont œuvré, parce que tout ça a permis justement qu'on a, même si on est parti finalement sur les mêmes bases, mais on a tiré les leçons de l'année dernière et je pense que les esprits sont venus beaucoup plus aguerris, beaucoup plus mûrs pour permettre donc le déroulement de cette élection-ci. Donc je dis bravo à tout le monde, que vive l'ordre des médecins, qu'elle permette, voilà,
cette nouvelle mandature, qu'elle permette justement aux médecins de retrouver sa dignité, de retrouver sa place dans la société, sa respectabilité, et qu'il soit plus concentré pour aider le malade, être à l'écoute du malade et lui permettre de retrouver sa santé. Voilà. Voilà. Ça, c'est le petit mot que j'avais pour tous les médecins et pour tout le peuple camerounais qui a souffert de ce que l'ordre était malade. L'ordre des médecins était malade. On espère qu'aujourd'hui, la guérison va s'être amorcée depuis l'élection et qu'on va bientôt aller dans la phase de convalescence pour la guérison totale. À très très bientôt. Ciao.